Donc, comme André l'a dit, moi, je vais vous emmener maintenant sous l'eau et non plus sur la terre d'Anticosti pour vous parler un petit peu donc, de ces forêts d'algues à laminaires qu'on est allé étudier l'année dernière. Donc, cette étude, ces résultats que je vais vous montrer, ils s'inscrivent dans le cadre du projet AlgaeWise, qui est un projet de Simon Bélanger, qui est professeur ici dans le département de biologie, chimie, géographie à l'UQAR. Et le but général de ce projet, c'est de démontrer le potentiel de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale pour la détection et la quantification de 3 types de biomasse algale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'hyperspectrale? Moi-même, on a dû me l'expliquer parce que je ne comprenais pas trop. Très simplement, quand on regarde une image satellite, ce que nos yeux voient, c'est la combinaison de toutes les longueurs d'onde qui donnent une couleur. Qu'est-ce que fait l'imagerie hyperspectrale? C'est qu'elle va couper le spectre lumineux entre différentes longueurs d'onde et sur un pixel, elle va être capable de voir chaque longueur d'onde. Et ça permet, au lieu de voir une image bleue comme ça, d'aller avoir des résolutions beaucoup plus fines et de voir la couleur et la lumière d'une meilleure manière. Donc, grâce à ces images satellites hyperspectrales, on voudrait pouvoir quantifier les biomasses de phytoplancton, donc les microalgues marines, les macroalgues fixées, que vous voyez les taches brunes ici, mais également les macroalgues dérivantes, vous voyez les petites lignes vertes qui ont été repérées par un satellite. On voudrait pouvoir arriver à faire ça depuis l'espace. Alors, pourquoi choisir Anticosti? Anticosti, tout d'abord, c'est un lieu qui est reconnu en termes de production de macroalgues et en particulier de la laminaire sucrée, Saccharina latissima, qui est une très grande algue brune qui peut faire plusieurs mètres de long et qui est connue pour faire des forêts sous-marines. Anticosti, c'est également une zone où on a un très grand platier de 1 à 2 km parfois, rocheux, ce qui fait que les eaux sont beaucoup plus claires. En plus, on est au milieu du golfe, on n'a pas d'apport majeur de rivière, donc beaucoup moins de turbidité dans l'eau. Plus facile quand on veut voir de l'espace. En plus de ça, on a quand même assez peu de données scientifiques publiées sur qu'est-ce qu'il y a sous l'eau à Anticosti. Et on a vu l'opportunité de ce projet-là de documenter un petit peu plus la biodiversité marine à travers nos observations et donc de contribuer en fait au dossier de candidature d'Anticosti au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous voyez ici le grand platier autour d'Anticosti et puis les biomasses algales, on les voit quand elles sont sur la rive, elles sont très importantes. Alors, on a eu la chance, ce qui n'est pas tout le temps possible dans les projets, d'avoir une campagne préparatoire qu'on a faite l'année dernière, fin août, début juillet, où on avait pour but d'aller sur Anticosti, puis de reconnaître les sites où on avait ces fameuses laminaires, de les trouver. Donc, on a passé beaucoup de temps à les chercher, pas tant que ça, mais à essayer de trouver quelles étaient les plus denses, là où se mettre à l'eau, etc. Et puis aussi, on voulait acquérir des premières données de diversité et d'abondance de ces fameuses macroalgues, et puis commencer à confirmer sur le terrain des choses qui avaient été vues par satellite sans caméra hyperspectrale. Donc, est-ce qu'on avait, par exemple, ces fameux patchs d'algues dérivantes, est-ce qu'on les trouvait? Donc, vous voyez qu'on avait, une belle équipe de gens de l'UQAR et de Laval, et on a passé 15 jours à Anticosti, au bord de l'eau, sous l'eau et à la maison, à faire sécher des belles ribambelles d'algues. Alors, on s'est concentré sur la partie sud-ouest de l'île. Pourquoi? Tout simplement pour des questions de logistique. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont allés sur Anticosti, qui savent très bien que l'accessibilité à la zone côtière littorale, c'est assez compliqué. Quand en plus de ça, on doit amener des kilos de matériel de plongée, on ne peut pas passer partout. Donc, on a rayonné autour de Port-Meunier principalement parce qu'on avait le bateau qui était là-bas et on est allé jusqu'à la pointe sud-ouest. Donc, vous voyez, ici, vous avez la pointe sèche, pointe ouest, petite Bature qui est ici et 2 autres sites où les grandes taches noires sont en fait des herbiers, des forêts de laminaires qu'on avait déjà repérées depuis des photos satellites et donc, ça nous a donné une orientation sur les sites à aller visiter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on est arrivé sur site? Première chose, c'est que, bon, c'est clair, Anticosti, mais vous voyez, c'est quand même un peu verdâtre. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle une drop cam. En gros, c'est une GoPro qui est montée sur un cadre en PVC qu'on mettait sous l'eau et on pouvait voir directement est-ce qu'on avait ces fameuses laminaires sucrées qu'on cherchait ou pas.
À la fin de la mission, on était même capable de les repérer sur le sonar du bateau. Donc, on était super contents de voir la signature et on arrivait à discriminer les différentes espèces. Une fois qu'on était arrivé sur un site qui nous intéressait, eh ben, on envoyait des plongeurs à l'eau et les plongeurs établissaient un quadrillage de 30 mètres par 30 mètres avec 9 quadras, donc 9 carrés de 1 demi-mètre carré à l'intérieur pour être capable de quantifier la biodiversité, l'abondance, etc. Et puis à la fin, donc, vous voyez qu'on passait à l'échantillonnage. Alors là, vous ne voyez peut-être pas bien, mais il y a un couteau ici. Raphaël est en train de couper les algues pour, sur certains carrés, pouvoir identifier la biomasse, puisque je vous le rappelle, le but, c'est à partir de pixels satellites, identifier une biomasse sous-marine. Donc, on a besoin de faire de la vérité terrain pour valider les algorithmes. Une fois qu'on revenait à terre, on passait à diverses mesures. Donc, on a mesuré bien sûr la diversité spécifique, quelles étaient les différentes algues qu'on avait, des mesures de densité et d'abondance, donc en nombre de pieds d'algues par mètre carré. On a fait de la morphométrie. Donc là, vous voyez Stéphanie qui est en train de mesurer la longueur et la largeur de ces fameuses laminaires sucrées pour avoir une meilleure idée de quelle taille elles font, etc. Et on passait enfin à la biomasse. Donc, on a fait sécher nos algues au gîte du Copaco pour être capable de mesurer directement la biomasse et de ne pas tout avoir à ramener à Rimouski. En termes de biodiversité, donc, heureusement, on a retrouvé notre laminaire sucré qu'on cherchait. Donc là, vous voyez, vous avez un stipe, la partie, le pied là, qui s'accroche avec un crampon, qui peut faire 1 mètre, voire un peu plus, des fois un peu plus court, puisqu'on appelle la lame, qui, elle, va faire jusqu'à 3 mètres avec des largeurs, là, on n'en avait pas, mais qui peuvent aller jusqu'à 20-25 cm de temps en temps. Donc, vous voyez, une forêt d'algues, ça ressemble à ça, à une forêt de laminaire sucré sous l'eau. On a également trouvé de l'agar criblé, donc on s'y attendait. L'agar criblé, dans les successions d'algues, il se retrouve un petit peu plus en profondeur. La laminaire, elle était entre 2 et 4 mètres, 4 mètres plutôt. L'agar, il est en dessous à partir de 5-6 mètres. On a aussi retrouvé beaucoup de laminaires digités. On ne s'y attendait pas tant que ça, mais on en a vraiment trouvé beaucoup. Vous allez voir les résultats après. De la larie, très courante aussi dans nos systèmes côtiers. Donc, on a trouvé cette fameuse alarie. Vous la voyez ici, pas en très, très bon état. Et enfin, on a trouvé de la saccharose, un petit peu plus haut que la laminaire, qui est plutôt dans les 2 mètres. Toutes ces algues-là sont des cousines, elles font partie de la même famille. Donc, ensuite, en termes de densité et de biomasse, donc vous avez les sites, donc vous avez la petite carte qui vous montre les différents sites avec les initiales en axe des Y, puis en axe des X. À gauche, vous avez la densité, le nombre de pieds par mètre carré. À droite, vous avez la biomasse et les couleurs représentent les 4 principales algues qu'on a vues. Alors, première chose, sur 4 des 7 sites qu'on a visités, on était bien contents parce que la laminaire sucrée qu'on attendait tant dominait les assemblages en termes de densité. Vous voyez, les barres violettes sont beaucoup plus grandes avec de 25 jusqu'à 60 pieds par mètre carré. On a observé un petit peu d'agar criblé, comme je vous le disais, mais généralement, il était plus profond. Puis là, on le voit que sur un seul des sites. Sinon, vous voyez que les autres sont aussi présentes, mais souvent moins denses. Deuxième chose, c'est que la larie, vous voyez, la larie, c'est en vert, on en a observé un petit peu partout, parfois en très grande densité, avec plus de 50 pieds par mètre carré. Mais si vous regardez les biomasses, vous voyez que les biomasses, ça ne représente rien du tout. Pourquoi? On était en fin d'été. En fin d'été, la larie est sénescente, les tissus mous se décrochent et il ne reste plus que la nervure centrale. En fait. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et on avait peu d'alarie en termes de biomasse. On a eu quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on a eu beaucoup de Laminaria digitata en mélange avec la laminaire sucrée. On ne s'attendait pas à ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop compris encore, qu'on est en train de fouiller un petit peu plus. On se demande s'il y a de la compétition entre ces deux algues, si l'hydrodynamisme joue un rôle. Parce que normalement, ça arrive quand on a beaucoup d'oursins. Les oursins viennent manger les forêts, puis on a un gros turnover. Or, à Anticosti, spécificité qu'il faut mentionner, très peu d'oursins comparé à la côte nord. Donc, ce n'est pas une dynamique qui est gérée par les oursins. Je vous ai dit qu'on avait fait des relations allométriques. Alors, les relations allométriques, ça sert à quoi? Ça sert à un petit peu mieux comprendre les dynamiques des algues. Puis surtout, ça sert à faire des relations biomasse-longueur qui nous permettent de ne pas couper les algues à chaque fois qu'on veut estimer une quantité de biomasse. On les mesure et on est capable, avec ces relations-là, de déterminer des biomasses.
Chose intéressante qui est sortie de ces relations allométriques, c'est que vous voyez ici, on a en vert, là, on a la rivière à la loutre et en orange, on a la pointe sud-ouest, deux sites où on a fait des relations allométriques. Et on a vu qu'à rivière à la loutre, on avait des algues beaucoup plus hautes que larges, alors qu'à pointe sud-ouest, on avait des algues beaucoup plus larges que hautes. Et ça, c'est dû à quoi? C'est déjà documenté dans d'autres systèmes, c'est dû à l'hydrodynamisme. Quand on a un hydrodynamisme très fort, rivière à la loutre, moi sous l'eau, j'étais dans une machine à laver là-bas, c'est vraiment très fort comme hydrodynamisme, ben, on a des algues beaucoup plus longues. Ça veut dire aussi que nos relations allométriques, elles sont peut-être spécifiques à certains sites et en plus de ça, elles peuvent varier avec la saison. Donc, cette année, on va compléter les études. Fanny, alors, je peux faire un petit rappel, hein, environ 1 minute pour conclure. Ben, c'est parfait, il me reste juste 1 minute. Donc, je voulais juste vous dire qu'on a les résultats que je vous ai montrés, on en a profité pour les partager avec la population d'Anticosti. On a fait un petit film qui a été projeté à une levée de fonds. Avec Manon, on a fait des interviews radio. On a même partagé ça avec les chevreuils puisqu'ils sont venus manger nos algues. Donc, ils ont vraiment le partage physique des résultats. Et puis, suite à la mission, on a fait un petit guide de vulgarisation qu'on a partagé aux habitants d'Anticosti pour que quand ils ramassent des algues au bord de l'eau, ils sachent quoi faire avec. Parce que certaines, on peut les utiliser pour des savons, on peut les sécher pour les manger. Donc, on a partagé ça avec eux. Et puis, la campagne 2022, on y retourne juin-juillet. On va continuer ce qu'on a déjà fait sous l'eau. Et cette année, on va avoir les mesures par avion, des mesures par bateau pour le phytoplancton et les plongeurs sous l'eau, qui vont, on l'espère, permettre de coordonner toutes ces données pour arriver à faire des algorithmes de télédétection depuis l'espace. D'abord depuis un avion, ensuite depuis l'espace. Donc voilà, je finis avec cette belle photo des forêts d'Anticosti sous l'eau. Puis cette photo, je voulais vous mentionner que vous allez peut-être en entendre parler bientôt à travers la face. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fanny. Je suis certain que ça va soulever des questions ou des commentaires durant la période de questions. Donc,